Salut l'équipe, c'est Lobalist. Aujourd'hui, petite vidéo rapide avant que le tournoi ne commence. Je vais donner mes prédictions, mes pronostics pour savoir qui est-ce qui, selon moi, va remporter cette édition 2025. À quelle place va finir chaque nation, et aussi je vous ferai une petite pastille en fin de vidéo pour vous présenter des jeunes joueurs qui vont faire leur début dans les 6 nations. On commence tout de suite avec le bas du classement, et malheureusement, cette année encore, je vois le Pays de Galles y figurer. Cette année risque d'être une fois de plus très compliquée pour eux. Sur les 5 derniers matchs, le seul qu'ils ont gagné, c'était un test match face à la province des Queensland Reds en Australie, donc c'est pas très glorieux. On rappelle que la sélection galloise fait face à de graves soucis financiers. Beaucoup de joueurs ne sont pas assez payés et préfèrent s'exporter, ou même tentent leur chance dans d'autres sélections pour gagner leur vie. En plus de ça, la transition générationnelle n'a pas été bien anticipée. Il y avait un véritable âge d'or gallois au milieu, fin des années 2010, où ils ont vraiment dominé le rugby européen, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite de cadres qui étaient très expérimentés, et que maintenant ils se retrouvent avec une équipe de joueurs sans expérience, qui sont très jeunes, qui sont certes talentueux, mais qui sont encore en manque de repères pour disputer des matchs de tel niveau. Warren Gatland, le sélectionneur, est sous le feu des critiques. Son management et son plan de jeu, qui ont fait les grandes heures de la principauté dans les années 2010, ne semblent plus être adéquats pour ce nouveau groupe. 2025 va donc être l'année de la vérité pour le Pays de Galles. Le match du bas de classement face à l'Italie risque d'être à leur désavantage, puisqu'ils se déplacent à Rome lors de la deuxième journée, donc ça va très vite donner le ton. Oui, je sais, c'est une spatule, mais ça fera l'affaire. En 5ème position, je pense que l'Italie ne pourra pas faire beaucoup mieux cette année, même s'ils reçoivent 3 fois, donc Pays de Galles, France et Irlande. J'ai du mal à les voir plus haut. Après, on peut tout à fait imaginer un exploit face à un gros. La sélection italienne est de plus en plus charpentée, avec une conquête qui est propre, avec un milieu du terrain qui est aussi très solide, notamment géré et dominé par Menoncello, qui était élu joueur du tournoi l'an dernier. C'est vrai aussi que Treviso, la franchise italienne qui joue la Champions Cup, est plutôt en forme. Ils ont battu La Rochelle récemment, et se sont donné le droit d'accéder au 8e de finale de la Coupe d'Europe. Il faut savoir que les Bleus iront à Rome pour le 3e match lors du 23 février, dans une partie qui s'annonce donc comme un vrai guet-apens pour l'équipe de France. On rappelle l'an dernier le match nul qu'on a concédé à Lille, et puis généralement les France-Italie dans le tournoi, c'est jamais des matchs faciles, ou en tout cas pas autant que ça en a l'air. En 4ème position, alors là, surprise, mais je vois l'Irlande. Alors je sais que je prends plutôt un gros risque en disant ça, parce que l'Irlande domine le rugby européen depuis 2023, mais cette année justement, elle est dans une position assez inconfortable du fait de la mise en retrait de son sélectionneur Andy Farrell, puisque je rappelle qu'Andy Farrell a été nommé pour être le sélectionneur des Lions britanniques et irlandais, cette sélection des meilleurs joueurs d'Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande, qui va aller disputer une série de test matchs en juillet prochain en Australie. Et on sait combien l'Irlande est une équipe de système qui a besoin de ses petites habitudes pour dérouler, et dès qu'il y a un petit caillou, dès que ils sont un petit peu dérangés dans leur routine, généralement ça va plus. Je pense aussi que le prime de cette équipe est derrière elle. Son groupe commence à vieillir, je trouve que ça manque un peu de renouvellement, notamment au centre et en 3ème ligne. Ils ont subi tout de même 2 défaites marquantes l'an dernier, une en Angleterre qui était assez surprenante, et notamment une défaite face à la Nouvelle-Zélande en novembre en Irlande, ce qui leur était pas arrivé depuis 2013. Je me dis que ça sent un petit peu la fin de règne. Alors attention, ça reste toujours un mastodonte, c'est toujours très très fort l'Irlande, mais je pense que si on arrive à être frais, à répondre dans l'engagement et à leur causer du problème sur leur premier contact, sur les premiers duels, là après on peut mettre notre main sur la partie. Et ça va être un gros test parce que ça va être en Irlande, et on se souvient tous du tournoi 2023, le match en Irlande avait été d'une intensité folle, je crois que j'avais rarement vu ça. Sur le podium, en 3ème position, je vois l'Écosse. Et pour tout vous dire, j'ai même hésité à les mettre à la 2ème place, mais le fait que leur capitaine Sione Tuipulotu, le centre, le numéro 12, ait déclaré forfait pour le tournoi récemment, ça m'a fait un petit peu rebattre les cartes. Parce que c'est une des pierres angulaires de ce 15 du Chardon, notamment dans la triangulaire qu'il forme avec Hugh Jones et Finn Russell, mais j'ai quand même l'impression que cette équipe d'Écosse arrive à maturité. Gregor Townsend, le sélectionneur, connaît très bien son groupe maintenant, il connaît très bien ses forces, ses faiblesses et comment les exploiter, comment y pallier. C'est une équipe qui sait mettre beaucoup de rythme, qui est très accrocheuse en défense, qui sait pas mal plier sans rompre, et surtout ils ont beaucoup de talents individuels qui permettent sur un geste, sur une inspiration géniale, de créer du décalage, de renverser une action. Donc ouais, je les vois sur le podium. Ensuite, les Anglais, nos ennemis héréditaires, bien évidemment. Alors il est vrai que les hommes de Steve Borthwick peinent encore à glaner des résultats, tant leur année 2024 fut marquée par les défaites encourageantes, concédées de quelques points dans les derniers instants après avoir tenu toute la partie, mais cela va désormais faire 2 ans que le sélectionneur est en place. On commence à voir où est-ce qu'il veut en venir dans son plan de jeu, dans l'impact physique qu'il veut imposer à ses adversaires. Il peut aussi s'appuyer sur un groupe qui est quand même assez jeune, avec des jeunes pousses très talentueuses qui ont envie de croquer à pleines dents dans le rugby, qui ont envie d'engranger les succès. Je pense notamment à Marcus Smith qui enchaîne beaucoup de matchs et qui a pas mal de sélections pour son jeune âge, et aussi à de jeunes joueurs comme Chandler Cunningham South, qui est le 3ème ligne, l'un des meilleurs 3ème lignes européens je pense actuellement. On sent chez les Anglais qu'il y a une véritable frustration qui commence à bouillir en eux, et je me dis que le jour où tout va s'aligner pour eux,
ça va être compliqué de les maintenir. C'est donc pour moi l'une des équipes la plus dangereuse de cette compétition. Et en première place, Cocorico, ouais, je fais mon chauvin. Pourtant, ça va pas être une année facile, je rappelle que les années impaires, il y a 3 déplacements en Angleterre, en Irlande et en Italie. Mais la tournée de novembre, notamment le match face aux All Blacks, a une fois de plus montré le caractère de ce groupe, un groupe qui est lui aussi frustré et qui est bien conscient de son maigre palmarès, en dépit de son talent et des efforts qui ont été déployés pour qu'il performe. Je parle des moyens notamment qui ont été investis pour étoffer le staff, des moyens qui ont été mis à disposition pour qu'il performe au mieux avec des nouveaux équipements pour que le centre de performance de Marcoussis soit l'un des plus avancés technologiquement au monde, mais aussi et surtout des accords qui ont été trouvés entre la LNR et la FFR pour libérer un maximum de joueurs, pour avoir des entraînements à 42 joueurs et donc avoir des entraînements beaucoup plus qualitatifs qui permettent de se préparer au mieux avant les matchs. Tout ça pour dire que finir autre part que premier serait une véritable déception et j'irais même plus loin en disant qu'il faut aller chercher le grand chelem. C'est bête à dire, mais la prochaine Coupe du Monde est dans déjà presque 2 ans, ça va aller très vite et on a besoin de choper des titres, d'aller gagner hors de nos bases dans des milieux qui sont assez hostiles, je pense notamment à l'Angleterre et à l'Irlande. On se félicite à mon sens un peu trop des résultats qu'on a eu lors des tournées de novembre. Alors oui, c'est cool de battre les Springboks, de battre la Nouvelle-Zélande chez nous, mais par contre au bout d'un moment, il faut que ça se concrétise bien plus lors des compétitions officielles, lorsqu'on affronte des équipes qui sont au même niveau de fraîcheur que nous. Ce tournoi va donc être un véritable révélateur de notre valeur, et en plus on a récupéré Dupont, donc on a plus d'excuses. À vous de me dire maintenant ce que vous pensez de ces prédictions, est-ce que je suis réaliste, est-ce que je pousse un petit peu, notamment je pense que sur l'Irlande, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, et pendant que vous m'écrivez tout ça, je vous rappelle juste 2 minutes que si vous aimez ce que je fais, que vous voulez me soutenir, le meilleur des moyens c'est de me laisser un petit pouce bleu, de m'écrire un commentaire, et surtout de s'abonner, c'est très important pour l'algorithme. Également, si vous avez les moyens et que vous voulez me payer une bière, il y a le bouton merci juste là sous la vidéo pour me laisser un petit pourboire. Merci à tous pour votre engagement et votre soutien depuis de nombreuses saisons, maintenant retour à la vidéo. Avant de se quitter, j'ai sélectionné rien que pour vous un joueur à suivre par équipe qui va faire ses débuts dans le tournoi destination, donc qui a peu ou pas de sélection pour l'instant. Pour le Pays de Galles, j'ai spoté Dan Edwards, un ouvreur de 21 ans, il a un profil assez physique, vous verrez il est plutôt trapu. Ce que j'apprécie chez lui, c'est son envie de mettre beaucoup de rythme en attaquant la ligne, en faisant jouer ses partenaires autour de lui. C'est un style d'ouvreur qu'on avait assez peu vu chez les Gallois depuis un moment, et peut-être sera-t-il la clé pour débloquer le jeu du Pays de Galles. Chez les Italiens, j'ai été interloqué par Alessandro Isecor, le 3ème ligne de Trévise, 1m96, des qualités de vitesse indéniables pour apporter du punch dans les couloirs notamment. Il a une capacité rare à rester debout, il se déplace beaucoup pour apporter sa puissance dans les espaces. Il sera sûrement remplaçant pour entrer à l'heure de jeu quand les organismes vont commencer à être dans le rouge afin de débloquer des situations. En Irlande actuellement, tous les yeux sont rivés sur Sam Prendergast, le jeune ouvreur annoncé comme le fils spirituel de Jonathan Sexton. Alors c'est clairement un joueur de système qui est un véritable chef d'orchestre pour organiser tout le monde autour de lui. Il a déjà quasiment parfaitement intégré celui du Leinster. Il se démarque notamment par sa vision de jeu, son long jeu au pied. Il a aussi l'avantage de connaître déjà la sélection irlandaise avec qui il a démarré en novembre et il faut maintenant qu'il découvre le niveau destination. En Écosse, là encore c'est un numéro 10 qui a attiré mon attention, mais il peut aussi jouer 15 en la personne de Tom Jordan. C'est un 3/4 qui est assez physique, qui est un gros défenseur, qui a un gros jeu au pied, qui peut faire beaucoup de bien à cette équipe d'Écosse, qui a souvent des profils un petit peu plus voltigeurs, un peu plus créateurs. Lui il va être un peu plus restreint mais peut-être plus stable aussi. Difficile à dire s'il va réussir à s'imposer et à glaner des feuilles de match parce qu'il y a quand même du lourd, il y a Finn Russell, il y a Kinghorn qui occupe les postes de 10 et derrière. Mais je pense que c'est quand même un profil qui est assez précieux à avoir sur le banc pour par exemple gérer une fin de match. Chez les Anglais, on parle énormément d'Henry Pollock, le 3ème ligne de Northampton. Il fait des ravages chaque week-end dès qu'il s'empare du ballon. C'est un vrai manieur de balle, trapu, explosif. Il a une énorme activité et casse beaucoup de plaquages. C'est un véritable poison aussi dans les regroupements. Je sais pas vous, mais j'attends avec impatience son duel face à Paul Boudéan. Enfin, pour les Bleus, il n'y a pas vraiment de bisous, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît déjà, mais je pense qu'on peut mettre en avant Pierre-Louis Barassi qui va faire son grand retour avec les Bleus. Je rappelle qu'il n'a que 3 sélections, qu'il a longtemps été emmerdé par les blessures à répétition qui lui ont empêché d'accéder à l'équipe de France. En plus, là, il arrive dans un contexte qui est assez concurrentiel avec Emilien Gaëton et Nicolas Deporter, donc il va avoir beaucoup à prouver, mais on peut également mentionner un petit nouveau en la personne de Rabah Slimani. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas été appelé sous le maillot bleu. Ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il va être utilisé dans la triangulaire entre Antonio et Georges-Henri Colombe, parce qu'Antonio dispute sûrement son dernier tournoi, je le vois mal continuer à enchaîner en 2026, et Georges-Henri Colombe peine encore à s'imposer. Je pense que Rabah Slimani a une carte à jouer pour finir les fins de match en fait, pour entrer vers la 55e, 60e, pour juste faire de la mêlée, défoncer tout le monde, et glaner des pénalités pour gérer une fin de match par exemple. Donc voilà donc pour mes joueurs à suivre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres qui attirent votre attention. Moi en tout cas j'ai hâte que le tournoi commence, et si ça vous dit, sachez que je serai vendredi soir pour le match au Cuve
Cuve de Fauve au 64 rue de Charonne à Paris. Donc si ça vous dit de passer, n'hésitez pas parce qu'il y a à manger, mais il y a surtout de la très bonne bière. C'est l'une des meilleures bières de France, je pense. Donc voilà, je vous invite à venir au Cuve de Fauve si jamais vous êtes dans le coin. En tout cas, je vous souhaite un bon tournoi, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.